Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Bérénice de Villefleurio. Et oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ravis de vous retrouver dans Parlons Immo sur Sud Radio, l'émission, vous le savez, dans laquelle on parle immobilier, évidemment. On parle de votre logement. On est ensemble pendant 1 heure, comme chaque samedi, de midi à 13h. On est ravis d'être avec vous. Évidemment, je suis avec toute l'équipe. Sylvain Lévy-Valency n'est pas là. Mais en revanche, Grégoire Darico est bien là. Il revient de Cannes. Bonjour Grégoire, comment ça va ? Bonjour Bérénice, très bien. C'était le salon MIPIM à Cannes. C'était un très bon salon. Donc on va en discuter justement. C'est un salon international, de l'immobilier international. Laurent Permas est là, notre expert en rénovation énergétique. Bonjour. Bonjour Bérénice. Comment allez-vous ? Très très bien pour ce samedi. Vous n'étiez pas à Cannes, vous ? Non, moi j'étais dans les travaux toujours, à chercher les bonnes pratiques. Vous êtes toujours avec un marteau à la main et un petit casque sur la tête. Voilà, exactement, le Playmobil de la rénovation. Et ce soir, je rappelle qu'on se prépare pour le France-Angleterre à partir de 21h. Mais tout de suite, on va parler de notre programme riche. Au programme, on parle du logement neuf. Est-ce que c'est par exemple plus avantageux d'acheter dans le neuf que dans l'ancien ? Eh bien, on verra ça avec notre invitée, c'est Céline Colletto, qui est une spécialiste du logement neuf, journaliste pour trouverunlogementneuf.com. Bonjour. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Et je rappelle que vous pouvez nous écrire, vous nous posez vos questions par SMS à tout moment. Vous envoyez IMO, I2MO au 72018, suivi de votre question. On y répond comme chaque samedi. Et aujourd'hui, on va parler des taux de crédit immobilier qui risquent de remonter à cause de la guerre au Proche-Orient. 14 jours, c'est le 14e jour aujourd'hui. Évidemment, on pense aux civils sous les frappes. Guerre qui impacte fortement le cours du pétrole et du gaz. C'est une guerre économique avant tout. Ça risque d'impacter les taux des crédits immobiliers dans quelques mois. On verra ça avec notre expert, le courtier Préto. Grégoire, on parlera aussi rénovation énergétique. Et oui Bérénice, comme chaque semaine avec Laurent Permas, nous allons décrypter l'actualité de la rénovation énergétique. Et cette semaine, ce sera une étude de Sofinco sur le rapport entre les Français et l'éco-rénovation. Et puis dans notre chronique Maison Saine, on discutera de ces satanées moisissures qui reviennent toujours au même endroit. Et enfin Bérénice, je vous emmènerai faire un petit tour de France des biens coups de cœur de la rédaction. On ira à Échirolles et puis ensuite, pas en France, mais au Pays de Galles. Ah oui, le Pays de Galles, c'est bien ça. D'ailleurs, vive la France pour ce soir. Mais tout de suite, ce sont les infos à retenir. Au programme de la semaine, Bérénice, je vous propose de passer la semaine, comme on a passé la semaine à Cannes pour le Salon international de l'immobilier, le MIPIM. Je vais vous raconter en quelques phrases que l'on doit en retenir. Ensuite, on va discuter d'une étude intéressante qui revient sur ce qui a changé pour les Français depuis les dernières élections municipales de 2020. Et après, je vous parlerai de caniche et de conflit avec le syndic. Et enfin, pour terminer, on parlera d'amour. Ah, c'est bien comme programme. On commence donc avec votre semaine à Cannes. Il faisait beau au moins ? Déjà, il a fait beau. Voilà, donc c'est beaucoup mieux que l'année dernière où nous avions eu de la pluie pendant 4 jours. En fait, le MIPIM, c'est le salon international de l'immobilier organisé en France chaque année. Traditionnellement, c'est le premier salon de l'année où il donne un peu le pouls de ce que sera l'année immobilière. Et pour 2026, le cru était plutôt bon avec un vrai optimisme de retour. On l'a senti. Le marché de l'immobilier se fluidifie progressivement et l'on sent un regain d'optimisme de la part des acteurs présents au Palais des Festivals à Cannes. Acteurs sans mauvais jeu de mots. 2 choses à noter pour cette édition. D'abord, la présence du ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, qui a présenté les priorités du gouvernement pour relancer la production de logements et attirer de nouveau les investisseurs entre sécurisation des loyers, stabilité réglementaire, simplification des permis de construire. Des objectifs ambitieux mais nécessaires, on le verra, on l'espère, dans les mois à venir. Et puis enfin, la présence des pays du Golfe, malgré l'incertitude liée à la guerre, vous en avez parlé. Le patron du salon, Nicolas Beaufy, l'avait dit, la géopolitique était au cœur de cette édition et les acteurs de l'immobilier sont un peu dans l'expectative entre hausse des prix de l'énergie et impact de la guerre, dont on ne sait pas si elle sera durable ou pas. Affaire à suivre. Oui, c'est vrai que tristement au cœur la géopolitique. Deuxième info très concrète. Qu'est-ce qui a changé pour les Français depuis les dernières élections municipales, donc c'est-à-dire depuis 6 ans. Et 6 ans. Effectivement, Bérénice, une étude exclusive de Se Loger, scoop, entre le prix, les loyers ou le pouvoir d'achat immobilier. En 6 ans, l'accès au logement s'est profondément transformé en France. Entre 2020 et aujourd'hui, le marché immobilier a connu 2 phases très différentes. Alors d'abord, une période un peu d'euphorie entre 2020 et 2023 avec des taux autour de 1%. On sortait de la période Covid, le marché redémarrait franchement. Résultat, les prix ont fortement augmenté pendant cette période. Et puis à partir de 2023, changement brutal. Les taux remontent rapidement, le crédit devient plus difficile et le
marché ralentit. Au total, les prix ont quand même progressé en moyenne de 14,4% depuis 2020. Et le problème, en fait, c'est le pouvoir d'achat immobilier. Même si les revenus ont augmenté d'environ 22%, les ménages peuvent acheter en moyenne 11 mètres carrés de moins qu'il y a 6 ans. Autrement dit, malgré des salaires plus élevés, la hausse des taux a réduit la capacité d'emprunt. Conséquence directe, beaucoup de ménages renoncent à acheter et restent locataires, ce qui accentue la tension sur le marché de la location. On retient donc de cette étude que le logement est devenu difficile d'accès, qu'il semble que les politiques s'en rendent enfin compte et que c'est un enjeu central. Et oui, hélas, on va voir ça avec notre expert tout à l'heure, mais ça risque de s'aggraver encore avec les taux immobiliers, avec la guerre au Proche-Orient. Allez, une décision maintenant de justice qui risque d'intéresser tous ceux qui vivent en copropriété et tous les amoureux des petites bêtes à quatre pattes. Je parle pas de nos enfants. Oui, les animaux, faites bien de préciser. C'est un caniche en l'occurrence. L'histoire se passe dans une copropriété où un propriétaire voulait vivre avec son caniche. Problème, le règlement de la copropriété interdisait les animaux dans l'immeuble. L'homme estime que cette règle est abusive et décide de la contester en justice, mais les juges ont tranché. Le règlement de copropriété, il doit être respecté. Le propriétaire n'a donc pas le droit de garder son chien dans l'appartement. Alors attention, ce n'est pas toujours aussi strict. Dans beaucoup d'immeubles, les animaux sont autorisés tant qu'ils ne provoquent ni nuisance ni danger. Mais dans certains cas, lorsque l'interdiction est clairement écrite dans le règlement de copropriété, elle peut être parfaitement légale et applicable. Et c'est exactement ce que la justice vient de rappeler. Alors quand vous achetez en copropriété, faites attention, il vaut mieux lire attentivement le règlement, même pour savoir si votre chien est le bienvenu. Ouais, c'est vrai que c'est mieux de lire les contrats avant d'acheter, quoi que ce soit d'ailleurs. On termine avec une info plus légère, Grégoire. J'adore quand vous nous parlez d'amour. Effectivement, je me sentais lyrique aujourd'hui. Selon une étude réalisée par Ikea, 6% des Français ont fait leur demande en mariage dans une pièce assez inattendue de la maison. Aux toilettes ? On pourrait pas. Alors il y a les toilettes, le salon, la chambre, le jardin. Non, c'était pas tout ça. En fait, la pièce en question, c'est la cuisine, figurez-vous. Oui, la cuisine serait devenue un lieu très symbolique dans le couple. C'est l'endroit où l'on passe du temps ensemble, où l'on discute, où l'on partage le quotidien. Et finalement, ça en dit long sur notre rapport au logement. La maison n'est plus seulement un lieu où l'on habite, c'est un lieu de vie, de souvenirs et d'émotions. Oui, et puis la cuisine, c'est aussi un lieu où on se dispute. Pour celui qui remplit mal le lave-vaisselle. Chérie, tu n'es pas visée. Merci Grégoire. On passe tout de suite au chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et cette semaine, on s'appuie sur une grande étude publiée par Sofinco, le Sofinscope, qui s'intéresse au rapport des Français à l'éco-rénovation. Le résultat, il est assez clair entre volonté écologique et contraintes budgétaires. Les ménages font beaucoup de calculs. Avec moi pour en parler, le spécialiste, Laurent Permas. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup Laurent d'être avec nous. Qu'est-ce qu'elle révèle cette enquête ? Elle montre d'abord une chose, en fait, que la rénovation énergétique est désormais entrée ce samedi dans les préoccupations des Français. Alors, c'est un peu mieux que l'année dernière. 44% des Français, pourtant, ne connaissent pas la classe énergétique de leur logement, le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Donc, il peut mieux faire, mais ce n'est plus seulement une question écologique, c'est devenu un sujet économique très concret. Aujourd'hui, les ménages regardent surtout combien coûtent les travaux, combien ils vont économiser, et puis au bout de combien de temps ils rentrent justement dans leurs frais. Question hyper importante, Laurent. Est-ce que les Français ont envie de faire des travaux ? Eh bien, ils sont 53% des Français qui souhaitent justement réaliser des travaux, mais n'en ont pas les moyens. L'étude montre justement qu'une majorité de Français considèrent justement que rénover son logement est important, notamment pour réduire les factures énergétiques. Les motivations principales sont claires, faire des économies d'énergie, améliorer le confort du logement et valoriser son bien immobilier. Bon, l'écologie reste toujours présente, mais elle arrive souvent après la question du budget. Oui, j'imagine que le principal frein, ça reste le budget, il faut financer tout ça. Oui, il y a 77% des Français citent que la baisse de la facture, c'est leur première motivation. Et le coût, justement, des travaux reste le principal frein. Une rénovation énergétique importante peut représenter jusqu'à 40 000 euros, en tout cas une fourchette de 20 000 à 40 000 euros. Même avec les aides, le reste à charge reste en tout cas relativement élevé. Et puis, résultat, beaucoup de ménages reportent malheureusement les travaux ou le font progressivement, step by step. En fait, Laurent, rénover, c'est presque devenu un calcul d'investissement. Exactement. Et alors, 65% justement des Français souhaitent un retour sur investissement en moins de 10 ans. Donc les ménages raisonnent de plus en plus comme ça, en fait. Combien je dépense aujourd'hui ? Combien je vais économiser sur ma facture et puis combien de temps pour amortir les travaux. Un exemple assez concret, une isolation de comble peut coûter jusqu'à quelques milliers d'euros, mais
Par contre, elle va permettre d'économiser plusieurs centaines d'euros par an sur le chauffage. Donc la rénovation devient un véritable arbitre budgétaire, presque un peu comme un placement. Et puis ces travaux, Laurent, on en parlait, il faut les financer. Exactement. 40% en fait ont recours au crédit pour financer ces travaux et 47% ont recours aux aides publiques. Alors il y a toujours tout le monde n'a pas le droit aux aides publiques, mais en tout cas c'est un financement le financement joue un grand rôle. L'étude montre que beaucoup de projets dépendent justement de la capacité à financer les travaux. Ça peut passer justement par des aides publiques, des prêts dédiés à la rénovation ou encore un étalement des travaux dans le temps. C'est possible de le négocier lorsqu'on fait des travaux de grande ampleur avec votre artisan. Donc c'est pas seulement l'envie qui déclenche les travaux, c'est surtout la capacité à les financer. Donc une tendance qui reste positive malgré tout ? Oui, on l'a vu, 53% des Français souhaitent justement réaliser des travaux. En fait, c'est clair que le prix de l'énergie, les obligations réglementaires et la valeur immobilière, aujourd'hui, un logement performant se vend et se loue beaucoup mieux. Donc les propriétaires commencent justement à intégrer cette dimension dans leurs décisions. De toute façon, c'est quasi obligatoire puisqu'aujourd'hui, c'est les demandeurs qui ont la main. Lorsqu'on achète, forcément, on regarde si la rénovation a été faite. Effectivement. Et Laurent, un mot pour résumer cette étude ? Les Français sont prêts à rénover, mais ils souhaitent justement que cela se fasse avec un vrai sens économique en premier lieu. La rénovation énergétique, c'est plus seulement une démarche écologique, c'est devenu un vrai choix budgétaire pour les ménages. Et puis en plus, les dispositifs sont de plus en plus simples, lisibles, et c'est ce qui permet d'accélérer et de concrétiser les travaux. Merci Laurent, on voit bien que c'est derrière la transition énergétique, il y a aussi une réalité très concrète, celle du portefeuille des ménages. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Vous êtes sur Sud Radio, bon week-end. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions maintenant. IMO, I2MO, suivi de votre question au 7 20 18. On y répond et puis on recevra notre invité pour parler du logement neuf, Céline Colletto. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, midi 13h, Bérénice de Villefleurio. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Dans Parlons Immo, on parle de votre logement. D'ailleurs, vous êtes nombreux à nous écouter sur la route. Donc prudence si vous êtes au volant. On parle immobilier, on répond à vos questions tout de suite. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, ça vous concerne. Vous avez envoyé vos messages au 7 20 18. C'est Martin qui nous demande si les taux des crédits immobiliers vont être impactés dans les mois qui arrivent avec ce qui se passe au Proche-Orient. C'est vrai qu'on commence à entendre parler d'inflation, de répercussions sur les taux. Et justement, on va voir ça avec notre expert. Notre expert, c'est Pierre Chapon, le cofondateur de Préto. Bonjour Pierre. Bonjour Bérénice. Alors Préto, vous êtes un courtier, c'est ça, un courtier en crédit? Oui, tout à fait. Courtier en crédit, c'est presque 500 courtiers sur toute la France qui accompagnent les clients pour leurs projets IMO. Donc vous êtes au quotidien avec les banques, vous êtes au courant de comment vont évoluer les taux, en tout cas pour les mois qui arrivent. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de cette guerre au Proche-Orient? Parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a le pétrole qui flambe, le cours du pétrole, il y a le cours du gaz aussi, et c'est vrai qu'il y a un risque d'inflation, et qui dit inflation dit possible remontée des taux. Oui, tout à fait. Le pétrole augmente et l'énergie en général, mais on sait déjà que ça va avoir un impact sur les prix de tous les produits, en tout cas de nombreux produits, puisque l'énergie, ça sert à toutes les chaînes de fabrication, de transport, de plein de produits. Donc effectivement, au final, à coup sûr, il va y avoir de l'inflation qui va augmenter dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc une fois qu'il y a de l'inflation, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a plusieurs mécanismes. Il y a l'OAT. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Tout à fait. Donc l'OAT, c'est le taux auquel la France emprunte sur les marchés pour financer sa dette. Et ce taux est déjà impacté par ce qui se passe au Proche-Orient. Depuis 10 jours, l'OAT a augmenté de 0,4
donc c'est net, et c'est lié aux anticipations d'inflation dont on a parlé avant, mais aussi aux anticipations de potentielles tensions dans le budget de l'État, puisque la situation au Proche-Orient va avoir aussi un impact sur la croissance économique. Qui dit moins de croissance dit moins de rentrée dans les caisses de l'État. Et ça, au final, c'est pas bon pour les finances publiques. Et donc, la France augmente son taux d'emprunt. Et alors, ça fait peur aux investisseurs, ça, évidemment. Aux investisseurs immobiliers, alors pour l'instant, les banques n'ont pas encore bougé, mais c'est en train de venir. On sait déjà que dans les prochains jours, on va avoir quelques hausses qui vont être modérées pour le moment, peut-être plus 0,1, plus 0,2. Pendant ce mois de mars-là, au cours du mois de mars. Exactement. Sur les prochains jours, pendant le mois de mars, on va avoir quelques hausses, on le sait. D'accord. Et si on se projette un petit peu plus loin, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc on pense que la tendance à la hausse va se poursuivre. Après, les banques sont quand même dans une situation favorable avec pas mal de liquidités encore. Donc ça va pas se transmettre de manière trop brutale, mais la tendance est haussière. Donc ça s'est inversé, parce que je rappelle que la tendance était baissière et qu'on s'attendait à une baisse des taux, parce que celle qui fixe un peu ces taux, c'est la Banque Centrale Européenne. Et c'est elle qui fixe les taux directeurs, et les banques se basent sur ces taux. Et on s'attendait, si je ne me trompe pas, hein, Pierre, à une baisse des taux directeurs de la BCE au mois de juillet. Exactement, il y avait cet espoir-là qui probablement s'éloigne un petit peu. Oui. Donc en tout cas, à minima, la tendance baissière elle disparaît et on a un début de hausse. Après, il faut rester prudent. Les marchés sont assez sensibles. Si le conflit se résout, ou en tout cas passe à une phase plus calme ou différente, ça peut aussi se stabiliser assez rapidement dans l'autre sens. C'est l'incertitude qui prime en ce moment. Et je rappelle que tout dépend de ce fameux blocage du détroit d'Ormuz par lequel transitent 20% du pétrole mondial et 20% du gaz naturel liquéfié. Donc ça dépend de ça, en gros. Les crédits des taux immobiliers. Bon. Exactement. Affaire à suivre. Merci beaucoup Pierre Chapon, donc cofondateur de Préto. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et c'est le moment de recevoir notre grande invitée de la semaine. Bonjour Céline Colletto. Bonjour Bérénice. Alors on va parler d'un marché qu'on comprend parfois mal, le logement neuf. On entend souvent que ça coûte plus cher, que ça peut être plus compliqué, plus lent, mais aussi c'est plus confortable, plus économe que l'ancien. Donc vous êtes spécialiste du logement neuf, vous êtes journaliste porte-parole de trouverunlogementneuf.com. Alors avant, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est? Vous êtes un portail, hein? Oui, c'est ça. On est un site internet, on existe depuis plus de 20 ans et on met en relation des promoteurs avec des acheteurs, qui soient particuliers pour habiter ou pour investir. On a plus de 3000 programmes en ligne actuellement sur notre site internet partout en France. Il y a aussi de l'info, il y a aussi des actus, des conseils pratiques. Des simulateurs Jeanbrun, par exemple, là, qu'on a déjà mis en place pour pouvoir suivre l'actualité. Et voilà, donc comme ça, les gens sont informés sur vraiment ce qui concerne que le neuf chez nous. Alors, le simulateur Jeanbrun, on y reviendra. C'est ce fameux nouveau dispositif fiscal pour encourager les Français à investir dans la pierre. Alors, quand on parle d'acheter dans le neuf, ça veut dire quoi? On entend souvent acheter en VFA. Donc, ça veut dire en vente en état futur d'achèvement. Voilà, c'est un nom un peu barbare, mais c'est surtout un cadre, un contrat juridique qui est très protecteur pour l'acheteur, et c'est ça qui est intéressant avec la VFA. Ça encadre tout ce qui est dès que vous achetez avec un promoteur, en gros, vous êtes couvert par cette VFA, l'achat sur plan. Et l'avantage, c'est que il y a des garanties qui peuvent aller jusqu'à 10 ans après l'achat de votre logement, comme la garantie décennale qui parle quand même à beaucoup de gens. Et puis, il y a ces garanties que ça, de protection. Il y a un calendrier de paiement, etc. Et tout ça, c'est encadré par la loi. C'est ce que vous apporte la VFA. Et alors, on est d'accord, acheter dans le neuf, ça se fait en VFA, ça peut se faire autrement, ça se fait forcément sur plan, ou est-ce qu'on peut visiter
visiter avant la livraison? Alors, on peut visiter parce qu'il y a des programmes qui ne sont pas forcément vendus au moment où la construction est terminée. Donc, vous pouvez les visiter. C'est ce qu'on appelle des livraisons immédiates. Quand vous tapez sur Internet livraison immédiate, vous pouvez avoir accès à ces opérations qui sont en fin de construction. Et là, ça peut vous permettre de visiter. Mais c'est pas forcément obligé. Et puis aujourd'hui, il y a plein d'outils qui vous permettent d'avoir des visites un peu virtuelles, etc., pour vous projeter dans ce logement. D'accord, oui, c'est vrai que c'est toujours mieux de pouvoir se projeter. Quelqu'un qui hésite, un auditeur qui hésite entre acheter dans le neuf ou dans l'ancien, parce que c'est la question qu'on se pose tous quand on veut faire son premier achat. Tiens, est-ce que vaut mieux acheter de l'ancien, des moulures au plafond, ou du neuf, parce qu'on sait qu'on va avoir froid peut-être l'hiver dans l'ancien? Alors, chacun a ses projets, mais c'est vrai que pour parler des avantages du neuf, déjà, il y en a un avantage parmi d'autres, mais le premier, je pense, c'est quand même les frais de notaire réduits, par exemple. C'est que maximum 3% dans le neuf et ça va jusqu'à 8% dans l'ancien. Donc, quand on a peut-être un budget un petit peu réduit, ça peut faire la différence. L'autre avantage, on en a parlé, c'est les garanties, c'est la performance énergétique aussi. Aujourd'hui, en France, on a la fameuse RE 2020. Là aussi, c'est un peu barbare pour la réglementation environnementale 2020, mais c'est une des réglementations les plus élevées au monde en matière de construction neuve. Donc ça, c'est intéressant pour l'acheteur de se dire on a un logement qui est très performant écologiquement, environnementalement parlant. Parce que les constructeurs ont l'obligation de suivre ces normes, respecter cette RE 2020. Voilà. Et puis c'est vrai, alors quand on parle justement de performance énergétique, dans le neuf en général, les logements ont quelle étiquette avec le DPE, le diagnostic de performance aujourd'hui, énergétique? c'est forcément des DPE A, on va dire, le niveau le plus élevé. Et c'est surtout qu'on a déjà des seuils que certains promoteurs anticipent déjà. Par exemple, là, on a un seuil qui était à 2025, mais vous avez déjà des promoteurs qui anticipent les prochains seuils, 2028, 2031. Et là, vraiment, on sera sur du logement ultra bas carbone. Alors, ça, j'entends bien. Donc, ça fait des économies d'énergie. Exactement. Et sur le long terme, surtout. Oui. Les frais de notaire, ça aussi, c'est hyper intéressant quand même, parce que ça vaut le coup. Ouais, c'est pas 5%, oui. Voilà. Et quels sont les inconvénients, en revanche, d'acheter dans le neuf? Alors, forcément, il y a des inconvénients. On va plutôt parler, en fait, de se dire, il y a des inconvénients, mais qui sont en train de se réduire. Par exemple, aujourd'hui, il y a de moins en moins d'écart entre l'ancien et le neuf en termes de prix. Parce que souvent, on dit que c'était plus cher, vous l'avez dit en introduction. C'est pas forcément vrai aujourd'hui, selon les endroits. Il y a donc ces fameux programmes en livraison immédiate. Donc, si vous avez, vous vous dites, non, mais moi, je veux pas attendre le temps de construction. On le sait, un chantier, c'est entre 18 et 24 mois de chantier. Ça se réduit avec la construction hors site, etc. Mais quand même, ça peut être un temps un peu plus long. Construction hors site, c'est des parties qui sont faites en préfabriquées. Voilà, exactement. Et donc, ça va plus vite. Et du coup, ça va plus vite, effectivement. Et moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, il y a moins d'inconvénients parce que quand vous achetez dans le neuf, par exemple, vous avez le droit à des aides. Le prêt à taux zéro, par exemple, si vous êtes un premier... vous voulez acheter votre premier logement, et ça c'est important parce que ça vous aide et ça vous fait baisser votre coût, votre budget. D'accord. Mais le prêt à taux zéro, il est valable aussi dans l'ancien avec travaux, mais avec beaucoup de travaux. Avec beaucoup de travaux, et c'est vrai qu'il y a plus de valeur sur le neuf. Ça se revend bien, dernière question. Oui, ça se revend bien parce qu'aujourd'hui, vous avez une valeur verte. Votre patrimoine, vu qu'il a une très bonne étiquette énergétique, forcément, vous avez une valeur verte sur le long terme. Donc oui. On se retrouve dans quelques instants. J'ai encore plein de questions à vous poser sur le logement neuf. Céline Colletto, à tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Bérénice de Villefleurio. De retour sur Sud Radio, bon week-end et bon courage à ceux qui bossent, qui sont dans les magasins par exemple, les taxis, on pense à vous. Bon, on est avec Céline Colletto, journaliste spécialiste du logement neuf, porte-parole de trouverunlogementneuf.com, un portail où vous pouvez trouver justement des logements neufs à vendre. Alors Céline, vous venez de publier un nouveau baromètre très intéressant sur les prix du neuf. Et alors ce qui me frappe, c'est qu'on a à la fois une légère baisse au niveau national, on va en discuter, mais en même temps des écarts violents en fonction des régions. Première question, comment vous avez construit ce baromètre? Vous prenez une référence? Oui, alors la référence, c'est le 3 pièces, c'est un appartement avec 2 chambres, parce que c'est aujourd'hui ce qui se vend le plus et ce que les promoteurs construisent le plus en France en termes de typologie de logement. Donc c'est pour ça qu'on a cette référence-là. On regarde le prix qui se fait sur ce baromètre-là, 89 villes, les villes qui sont les plus actives en matière de promotion immobilière, c'est-à-dire qu'elles ont
au moins 5 programmes neufs en commercialisation. Et c'est grâce à ce prix du neuf, donc du 3 pièces, qu'on peut établir des tendances tous les 6 mois. On fait un baromètre maintenant depuis de très nombreuses années. Et le T3, ça se vend mieux que les petites surfaces, les plus petites surfaces? Parce que le T3, c'est celui qui regroupe à la fois les accédants à la propriété et les investisseurs. Parce que les investisseurs ont plutôt tendance à acheter des petits logements et inversement, les accédants peut-être plus des accédants, ça veut dire que c'est eux qui vont vivre dedans. Hein. Oui, ceux qui achètent pour habiter et ceux qui achètent pour investir. Et c'est la référence, c'est dans la promotion, c'est le 2 pièces. Et c'est vrai que les logements au-dessus des T3, c'était Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui me disait que ça se vendait hyper mal. Les promoteurs avaient du mal parce que à ce niveau de prix, les Français préfèrent acheter une maison. Exactement, en fait. Et c'est pour ça que quand vous avez... parfois, on impose dans les documents d'urbanisme trop de grands logements, ça ne se vend pas et les promoteurs ils savent ce qu'il faut acheter, enfin ce qu'il faut construire. Eux ils savent où est leur marché, où est la demande. Et aujourd'hui, on le sait, il y a des ménages qui sont plutôt des familles monoparentales ou des seniors et ils ont besoin de parfois une seule chambre ou voire seulement 2 chambres. Et donc il n'y a pas besoin d'imposer des grands logements. Mais c'est vrai qu'on est de moins en moins nombreux par foyer, donc ça forcément. Exactement, ça réduit, et ça explique pourquoi on se concentre plutôt sur les petits logements qui sont les 2 et 3 pièces. Alors justement, ce T3, quelle est la moyenne, son prix moyen en France, donc alors France là, entière? Voilà, sur le mois de mars, on est à 317 600 €. C'est un prix moyen en baisse de 1,26% en 6 mois. Donc quand on prend l'inflation qui était quand même encore un petit peu en hausse ces derniers mois, et ben ça veut dire qu'il y a un vrai gain de pouvoir d'achat au niveau national quand on prend le prix du 3 pièces. D'accord, donc c'est en baisse. Oui, c'est en baisse. Et c'est en baisse depuis plusieurs baromètres déjà, parce que on le sait, comme le marché avait beaucoup ralenti sur le neuf, et ça permet peut-être de rééquilibrer un petit peu les choses, en sachant que les promoteurs se sont réorientés vers la primo-accession, donc les gens qui achètent leur premier logement pour habiter, et c'est pour ça qu'ils ont revu leurs opérations avec des logements plus optimisés pour cette tranche-là d'accédant à la propriété. Est-ce que ça veut dire que c'est moins bien fait, moins bien non, construit? justement, ils ont beaucoup retravaillé sur les plans des logements. Vous avez certains promoteurs qui justement affichent des plans très optimisés où il n'y a plus que 10% du logement, de la superficie du logement qui est perdu. Quand je dis perdu, c'est les gaines, les couloirs, etc. Et ça, ils ont justement énormément retravaillé sur l'optimisation des plans. Et c'est ça peut-être la différence avec l'ancien, c'est que tout est optimisé. Déjà, il n'y a pas de mètres carrés de perdu. Il n'y a plus de mètres carrés de perdu. Voilà, il y a plus de voilà, exactement. Vous avez souvent une cuisine ouverte sur le salon. Vous avez surtout des espaces extérieurs. Aujourd'hui, dans le neuf, ça n'existe plus, les logements sans balcon, sans terrasse, etc. Et donc, tout ça, c'est du confort de vie qui a été réfléchi par les promoteurs. Alors justement, les promoteurs, c'est vrai que nous, on a reçu des promoteurs et on se prend souvent des commentaires, et à juste titre, que leurs marges sont énormes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la marge des promoteurs qui ont quand même baissé? Oui, alors en fait, forcément, avec la crise, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément fait le topo sur le marché, mais c'est vrai que l'année 2025, c'est la pire année pour la promotion immobilière depuis la guerre, en fait. Donc forcément, les promoteurs, ils ont dû réduire leur marge face à ces reculs des ventes. Ils ont réduit leur marge, ils ont parfois licencié, même beaucoup. On parle que la promotion immobilière a perdu 25 à 30% du nombre de salariés. Donc c'est énorme. Après, c'est maintenant bientôt 4 années de crise. Et il y en a qui ont mis la clé sous la porte. Il y en a qui ont mis la clé sous la porte. Mais il faut quand même dire aux gens, alors donc déjà les marges, elles ont été réduites par les promoteurs, forcément. Mais surtout, elles sont nécessaires, en fait. Parce qu'aujourd'hui, un promoteur, il n'est viable que si un banquier lui prête de l'argent pour pouvoir financer sur le long terme son opération. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, c'est très long de monter des opérations. Il faut avoir le permis, acheter le foncier, donc le terrain à bâtir. Après, il faut avoir le permis de construire. Ça, c'est aussi très long. Ensuite, il faut porter le chantier pendant, donc on l'a dit, 18, 24 mois. Donc ça, ce sont des fonds. Et c'est qu'à la fin, en quelque sorte, que la marge, elle se fait. Et là-dessus, il faut avoir des banquiers, et votre banquier, si vous lui dites non mais je vais vendre à perte, il vous prête pas l'argent. Donc s'il n'y a pas de marge espérée dans le budget que le promoteur fait pour lancer son opération, le banquier il le suivra pas. Donc il y a forcément une marge entre guillemets un petit peu imposée. Sinon il n'y a pas d'équilibre financier, il n'y a pas d'équilibre budgétaire, et le banquier il financera pas le promoteur. C'est intéressant de voir comment ça se passe de l'autre côté. Exactement. Céline Colletto, reste avec nous en fin d'émission. On parlera dans la grande question de la semaine de cette actualité sur ce fameux dispositif, le
dispositif Jeanbrun que vous avez évoqué, qui est un beau dispositif pour les investisseurs. Tout de suite, on parle de notre maison saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, maison saine. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à une situation que beaucoup d'entre nous ont déjà vécue, les moisissures qui reviennent toujours au même endroit. On nettoie, on repeint parfois, et quelques semaines ou quelques mois plus tard, elles réapparaissent exactement au même endroit. Alors pourquoi et surtout comment s'en débarrasser durablement ? Eh bien, pour en parler, je reçois Manuel Wojcikowski, directeur national de la formation des experts Murprotec. Bonjour Manuel. Bonjour. Oui, c'est un phénomène qui est très courant et souvent frustrant d'ailleurs pour les occupants. Alors Manuel, première question, pourquoi est-ce que les moisissures reviennent-elles toujours au même endroit ? Parce que souvent la cause du problème est toujours présente. Les moisissures sont un symptôme et non pas une maladie. Donc elles se développent lorsque 3 conditions sont réunies. Une humidité, la présence d'humidité, une température favorable et un manque de circulation d'air. Si ces conditions restent, les moisissures reviennent. En fait, nettoyer, ça suffit pas. Pas vraiment, non. Nettoyer une moisissure, ça peut effectivement améliorer l'aspect visuel, mais ça ne va pas régler le problème de fond. Et si le nettoyage est mal réalisé, il peut même libérer davantage de spores dans l'air, ce qui favorise leur dispersion dans le logement. Donc les moisissures sont surtout le signe d'un excès d'humidité tant que la cause n'est pas traitée, que ce soit un pont thermique, un mur froid, une ventilation insuffisante ou même des infiltrations d'eau, elle réapparaîtra souvent au même endroit. Est-ce que certains endroits sont plus exposés que d'autres ? Oui, on observe souvent en fait les moisissures dans les angles des pièces, derrière des meubles, par exemple, qui sont collés au mur. Ça peut être également autour des fenêtres ou dans la salle de bain. Si vous voulez, c'est des zones qui sont souvent plus froides et moins ventilées, et donc ça favorise la condensation. Et quand vous parlez de condensation, c'est bien l'humidité de l'air qui se transforme en eau sur les murs, c'est bien ça ? Oui, exactement. En fait, quand l'air chaud et humide d'une pièce rencontre une surface froide, un mur mal isolé, par exemple, en fait, la vapeur d'eau, elle se transforme en gouttelettes et ces micro-gouttes créent un terrain idéal pour les moisissures. Comment est-ce qu'on fait pour casser ce cercle vicieux, Manuel ? Déjà, ce qu'il faut, en fait, c'est remonter à la cause, c'est-à-dire qu'il faut bien vérifier la ventilation, il faut identifier les différents ponts thermiques qu'il peut y avoir, vérifier l'état du mur également et détecter s'il y a une infiltration, par exemple, ou une remontée d'humidité. Une fois que la cause elle est traitée, on peut nettoyer et cette fois-ci effectivement assainir durablement. Et si une moisissure revient toujours au même endroit, en fait c'est pas un hasard. Ah non, c'est jamais un hasard, Grégoire. En fait, la maison elle nous envoie un signal et si on ignore ce signal, la moisissure elle devient chronique. Allez, un petit mot de conclusion, Manuel. Le mot de conclusion, ça va être que quand une moisissure elle revient au même endroit, c'est vraiment pas un problème de nettoyage, c'est vraiment un problème d'humidité qui est mal identifié. Le bon réflexe, c'est pas de masquer la tâche, mais vraiment de comprendre pourquoi elle est là. Et pour ceux qui souhaitent savoir comment nettoyer correctement une moisissure sans aggraver la situation, eh bien vous pouvez retrouver un tutoriel officiel sur la chaîne YouTube de Maison Saine. Merci beaucoup Manuel Wojcikowski pour ces explications et à vous qui nous écoutez, si une tâche revient toujours au même endroit, c'est peut-être votre maison qui essaye de vous dire quelque chose. On se retrouve la semaine prochaine sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons Immo, maison saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Merci Grégoire, merci Manuel. Dans quelques instants, on va faire le tour des biens coup de cœur. On va partir d'ailleurs hors de France. On va partir au Pays de Galles. Au Pays de Galles, c'est ça, voilà, belle destination. Il fait pas beau, mais c'est sympa. C'est sûr. Et puis évidemment, on parlera de ce dispositif Jeanbrun pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Un nouveau dispositif avec notre invitée Céline Coletto. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio. Parlons Immo, midi 13h, Bérénice de Villefleurio. Vous êtes sur Sud Radio, comme chaque samedi de 12h à 13h, on parle de votre logement, on parle immobilier, investissement aussi. Et justement, on va en parler si vous avez envie, si vous posez des questions, voilà, est-ce que ça vaut le coup d'investir, d'acheter un appartement pour le louer ? Eh bien, on en parle dans quelques instants, mais juste avant, on fait le tour de France et du monde d'ailleurs, avec les biens coup de cœur, avec Grégoire Darico. Alors, on part où cette semaine ? Allez, Bérénice, pour le premier bien, je vous emmène à Échirolles. Nous sommes en Isère, en banlieue de Grenoble. Je vous ai trouvé un superbe appartement rénové de 128 mètres carrés, 4 pièces, un magnifique appartement situé au dernier étage d'une résidence entièrement fermée, sécurisée
et doté d'une piscine. Notre appartement, il a été rénové en 2023. Il combine confort moderne, luminosité et cadre de vie privilégié. Il comprend une cuisine séparée, fonctionnelle et contemporaine avec accès à une loggia fermée. Vous avez également un double séjour spacieux et très lumineux, ouvrant directement sur une terrasse plein ciel, idéale pour vos moments de détente. Ensuite, 3 chambres, dont une parentale avec salle de bain privative et une autre salle de bain qui complète le bien. Tout ceci très sympathique vous est proposé au tarif de 299 000 € sur le site de Basile. Alors avec un financement à 20%, donc 59 800 €, ça c'est l'apport. Et un emprunt sur 25 ans à 3,2%, vous pouvez estimer des mensualités à 1 159 €. Alors un autre bien, cette fois-ci, on quitte la France. Oui, chère Bérénice, on va au Pays de Galles pour ce deuxième bien. Nous sommes dans le nord du pays. Figurez-vous qu'une île est à vendre. Alors il s'agit de l'île d'Inis Giftan, une île habitée jusqu'au milieu du XXe siècle et aujourd'hui déserte. Un vaste territoire sauvage de 7,2 hectares actuellement proposé à la vente pour 350 000 livres sterling, soit 400 000 € environ. Une île au prix d'un appart finalement, de quoi attiser la curiosité des acheteurs. Ouais, mais il y a un mais. Voilà. Il y a un mais, l'agence immobilière, mais alors, un peu compliqué pour y aller en fait. L'accès à l'île est difficile entre le relief accidenté et les marées qui rendent les visites risquées. L'île n'est accessible à pied qu'à marée basse donc, et à marée haute en bateau. Il vous faudra 5 minutes et la traversée est un peu chahutée quand même. Sur place, une ferme en pierre et une dépendance subsistent. Elles sont fortement dégradées, bah oui, ça fait longtemps qu'elles ne sont pas habitées. Prévoyez donc une rénovation complète. Demandez à Laurent Permas un financement à la rigueur. Et puis oui, petite subtilité, l'île ne dispose pas d'électricité et pas d'eau courante, donc il faudra faire des travaux là-dessus aussi. Mais bon, si vous êtes intéressé, dépêchez-vous. De nombreux promoteurs commencent à s'intéresser à cette occasion. Il ne faut pas être une femme enceinte au dernier trimestre. C'est compliqué. L'accès est un peu compliqué. Ouais. Bon, merci Grégoire. Bon, maintenant on passe à la grande question de la semaine. Sud Radio, Parlons Immo, Bérénice de Villefleurio. Et on est toujours avec notre invitée Céline Colletto, journaliste pour trouveranlogementneuf.com, porte-parole et spécialiste évidemment du logement neuf. Alors justement, on parle logement, on parle investissement avec l'entrée en vigueur du dispositif Jeanbrun. Donc ça fait partie du grand plan de relance logement qui a été orchestré par le gouvernement. Alors Céline, est-ce qu'on peut rappeler déjà en quoi consiste ce dispositif Jeanbrun, à qui ça s'adresse ? Alors, ça s'adresse aux investisseurs. Et déjà, la bonne nouvelle, il a le mérite d'exister. On l'attendait depuis longtemps, depuis plusieurs mois. Même plusieurs années. Plusieurs années voilà, c'était un peu un serpent de mer, mais il est là. Ouais. En tout cas, on l'attendait notamment depuis la fin du Pinel. Parce que c'est vrai que les ventes aux investisseurs, elles ont été divisées par 5, 6 ces dernières années en l'absence de dispositif. Donc, c'est ça l'important. C'est un signal fort qui est envoyé par les pouvoirs publics. Et surtout, ça redore le blason de l'investisseur immobilier. Ça montre qu'il a un vrai rôle sociétal, parce que on sait que le marché locatif aujourd'hui, quand vous cherchez un logement pour louer, c'est très compliqué, que vous soyez étudiant quand vous partez faire vos études ou que vous êtes jeune ménage, etc. C'est compliqué de trouver un logement, et donc c'est important. Avec ce Jeanbrun, normalement, on devrait pouvoir remettre sur le marché du logement neuf et avec des loyers intermédiaires, sociaux ou très sociaux. Donc c'est ça l'atout, c'est qu'on devrait avoir à nouveau de l'offre sur ce marché locatif de la location. Et il faut rappeler quand même, alors quand on dit là le mot investisseur, ce sont évidemment des investisseurs particuliers, bien sûr. Des gens comme vous et moi qui achètent, en moyenne c'est un appartement détenu par un propriétaire bailleur. Et puis souvent ce sont des gens entre, on va dire 40, 60 ans qui préparent leur retraite, qui ont déjà leur résidence principale et puis qui pour investir, pour commencer à prévoir la suite de leur vie, investissent dans l'immobilier. Oui, souvent c'est pour se préparer à la retraite. Exactement, ça fait des revenus complémentaires, et puis aussi dans une logique de transmission. Et c'est important de dire qu'en France, on a besoin de ces propriétaires particuliers parce qu'ils représentent 95% des logements privés. Exactement. Qui sont détenus par ces propriétaires. Donc forcément, en fait, s'ils sont plus là, il n'y en a plus de logement. En France, il y a peu d'investisseurs institutionnels. Donc il y a des bailleurs sociaux, mais on le sait qu'il y a 2,9 millions de personnes, de ménages qui attendent un logement social. Donc les bailleurs font leur part, mais le gros du marché locatif, ce sont des investisseurs particuliers, privés. Donc c'est important de les soutenir, et d'où l'importance de ce dispositif Jeanbrun, qu'on appelle aussi statut du bailleur privé, parce que en tout cas, il donne des clés. C'est une première étape et c'est un vrai signal envoyé. Et alors, quel est votre avis à vous,
personnel, Céline, sur ce statut, parce que moi, je me suis entretenue avec plusieurs professionnels du secteur. Alors, je dirais pas lesquels, mais certains m'ont dit que ça servait à rien, que ça allait pas assez loin. Alors, moi, je pense pas ça. Déjà, je vous dis, c'est un signal envoyé, et donc c'est important. Et la preuve, c'est qu'il y a déjà des ventes qui ont été faites chez les promoteurs et les commercialisateurs dans l'optique de se servir de ce dispositif. Donc, il remet l'investissement sur le devant de l'actualité. Et ça, c'est bien aussi, parce qu'il y avait parfois des messages qui pouvaient dire que les investisseurs, c'était des rentiers, etc. C'est pas le cas. Quand on achète pour prévoir sa retraite, on n'est pas dans une logique de spéculateur complètement. Ça enlève la vision manichéenne du propriétaire. Et on a besoin d'investisseurs particuliers, c'est ce que je disais, parce qu'il faut loger des étudiants, des seniors qui sont justement ont besoin de petits logements, par exemple dans une résidence senior par exemple. Et ça, il y a des investisseurs derrière, et on en a besoin en France parce qu'aujourd'hui il manque cruellement. Alors autre reproche face à ce dispositif, c'était qu'il était trop compliqué. Alors forcément, par rapport au Pinel, qui était juste une carotte fiscale avec de la défiscalisation, vous aviez un pourcentage et hop, une réduction d'impôt. Alors forcément, c'est un peu plus complexe, mais aujourd'hui, il redonne une clé. On bascule dans une logique d'investisseur patrimonial. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui, plus vous allez garder longtemps votre logement, plus vous allez l'amortir, parce que le dispositif Jean Brun, c'est un amortissement. Alors effectivement, c'est peut-être plus complexe sur le papier, mais au final, ça redonne ses lettres de noblesse à l'investisseur. Il n'est pas là seulement pour récupérer de l'argent et faire baisser ses impôts. Il y a cette logique d'investissement patrimonial, donc sur du long terme. Plus vous le gardez et plus ça sera pertinent. C'est vrai que parfois avec le Pinel, on savait qu'au bout de 9 ans, parfois les gens se débarrassaient de leur logement une fois qu'ils n'avaient plus cette carotte fiscale. Ça ne sera pas vrai avec le Jean Brun, et ça peut être pertinent. En tout cas, ça change d'image de l'investisseur. Et alors, autre reproche, et ça, moi je suis entièrement d'accord, on n'a pas le droit de louer à un membre de sa famille. Moi je pense par exemple à mon père qui n'est pas propriétaire. Dès que je peux, j'aimerais lui acheter un logement et le mettre en location. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va changer. C'est effectivement la première version du dispositif. Pour l'instant, on ne peut pas louer à ses proches, ni à ses ascendants, ni à ses descendants, mais peut-être que ça évoluera, parce qu'effectivement, il peut y avoir justement des gens de 50 ans qui veulent acheter des logements pour loger leurs enfants, qui sont étudiants, etc. Pour l'instant, c'est pas possible, mais on peut imaginer que là, on a une première mouture. En tout cas, c'est ce qu'attendent les promoteurs. Ils espèrent que ça peut changer. En tout cas, c'est vrai que c'est une bonne chose, comme vous l'avez dit, Céline, c'est un bon message. Dernière chose, un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut acheter un logement neuf, là, en ce mois de mars. Bon, déjà, dépêchez-vous, on a entendu tout à l'heure avec les experts, les taux risquent de remonter. Quel conseil vous donneriez ? Alors, de toute façon, neuf, ancien, il y a déjà toujours l'emplacement. Ça, c'est la règle de base dans l'immobilier, on le sait bien. Et surtout, il faut voir selon votre projet. Vous soyez investisseur, accédant à la propriété, donc pour habiter. De toute façon, il faut voir en fonction de votre projet. On a évoqué tout à l'heure les prix qui baissaient dans certaines villes, etc. Mais aller dans une ville que vous connaissez pas, ça n'a peut-être pas forcément d'intérêt. Achetez près de chez vous, et puis aussi vous dire que vous connaissez la ville, vous connaissez le quartier, c'est ça le plus important. Vraiment de se dire, je regarde mon projet, à quelle réponse, à quoi ça correspond dans mon projet de vie. Et puis une question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que si j'achète ici, j'aurais envie d'y habiter ? Est-ce que mes enfants pourraient avoir envie d'y habiter, ou est-ce que mes parents auraient envie d'y habiter ? Moi, je pense que ça, c'est la clé. Si vous avez envie d'y habiter, vous pouvez vous dire que vous n'aurez pas de mal à le louer, et que vous prendrez plaisir après à le vivre. Merci beaucoup Céline Coletto, journaliste pour trouverunlogement.com. On se retrouve la semaine prochaine évidemment à 12h. Parlons Immo sera rediffusé sur Radio Immo mardi à 12h. Je vous laisse avec Invino, Alain Marty à écouter sans modération. Et puis ce soir évidemment France-Angleterre avec toute l'équipe rugby de Sud Radio. À la semaine prochaine. Sud Radio, Parlons Immo, Bérénice de Villefleurio. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.